Bonjour docteur Clavé, donc tout d'abord merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cette petite interview dans laquelle du coup on va parler donc du ligament croisé antérieur puisque donc on sait que la rupture du ligament croisé antérieur c'est une blessure qui peut véritablement mettre en péril la carrière d'un sportif, d'un athlète. De nombreuses recherches sont effectuées sur le sujet chaque année donc pour comprendre le mécanisme lésionnel, les facteurs de risque et la manière de procéder à une rééducation optimale. Mais aujourd'hui, ce qu'on souhaitait avoir, c'était le point de vue de la personne qui peut permettre à l'athlète, donc bien évidemment avec l'aide du staff médical, qui peut permettre à l'athlète de revenir sur les terrains avec une sécurité à la fois physique, donc éviter le risque de récidive, et mentale. Donc, on va tout d'abord vous laisser vous présenter, et puis ensuite, on va pouvoir attaquer avec les premières questions. Ça marche. Bonjour et surtout merci à vous deux de m'avoir invité à ce qu'on puisse échanger ensemble sur ce sujet qui effectivement est aussi passionnant que ce qui peut être désespérant malheureusement pour certains athlètes. Je m'appelle Arnaud Clavé, je suis chirurgien orthopédiste à Nice. Je suis spécialisé dans la chirurgie du membre inférieur et particulièrement la chirurgie du genou, que ce soit la chirurgie du genou du sportif, donc sur tout ce qui est réparation ligamentaire, voire greffe ostéocartilagineuse quand c'est nécessaire, ou la chirurgie dégénérative de la personne âgée et la chirurgie prothétique. Je suis aussi le médecin responsable de l'équipe professionnelle de handball de la ville de Nice. Voilà, ça m'arrive d'avoir à prendre en charge des sportifs de haut niveau. Malheureusement, je touche du bois pour cette année, pour ce genre de pathologie. D'accord, parfait. Et j'aurais une question pour vous, pour débuter. Pourquoi et dans quel cas la rupture du ligament croisé antérieur va nécessiter une intervention chirurgicale? À ce jour, d'un point de vue scientifique, est validé 3 cas dans lesquels on se doit de proposer au patient la chirurgie. Après, c'est bien évidemment toujours au patient de décider s'il souhaite se faire opérer ou pas. Mais notre job, nous, c'est de lui faire comprendre les avantages et les inconvénients. Mais il y a 3 cas dans lesquels on se doit d'être un peu plus insistant auprès du patient. Le premier, c'est l'âge jeune, donc des patients de moins de 30 ans. Ce sont des indications de ligamentoplastie. Le deuxième, c'est les patients qui font des sports et notamment des sports pivot ou pivot contact. Dans ce même groupe de patients, on peut rajouter des patients qui ont des métiers à risque. On peut imaginer un couvreur, par exemple. On ne peut pas imaginer que le couvreur ait les genoux qui se dérobent au 10e étage et qui se retrouve 10 étages plus bas, ce qui serait un peu désagréable pour lui. Et le troisième groupe de patients, ce sont des patients, donc quel que soit leur âge et quel que soit leur état sportif, qui vont, après une rééducation bien réalisée, présenter des instabilités ou une instabilité chronique. Dans ces 3 cas, on se doit de proposer aux patients une ligamentoplastie du genou. D'accord. Ok, très intéressant. Et donc du coup, suite à ça, en fait, quelles sont les différentes interventions chirurgicales possibles et quelles sont du coup leurs caractéristiques, du moins les plus populaires? Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un arsenal thérapeutique qui s'est énormément élargi. Le corollaire de ça, c'est qu'on a beau réaliser de plus en plus de recherches sur cet arsenal thérapeutique et quelles sont les meilleures solutions ou quelles seraient les meilleures solutions. Et c'est un peu toujours la même chose, hein. Plus on cherche, plus on s'aperçoit qu'on ne connaît pas grand-chose et qu'en fait, chaque porte ouvre de nouvelles questions. Donc, les différents types de chirurgie, déjà, il y a 2 grands groupes de chirurgie qu'on peut réaliser pour une rupture du ligament croisé. Ce sont les sutures. C'est une intervention qui était faite il y a longtemps, avant qu'on fasse les ligamentoplasties actuelles, qui donnait des résultats relativement médiocres, voire mauvais. On s'est aperçu récemment qu'en fait, sur ces sutures, il y avait 2 groupes de patients. Des patients qui avaient des résultats qui sembleraient être corrects et des patients qui avaient des résultats catastrophiques. Donc aujourd'hui, en 2021, la suture a été un peu remise au goût du jour et pour un certain groupe de patients, il semble licite de pouvoir proposer des sutures du ligament croisé antérieur, notamment chez les patients qui ont des insertions ou des arrachements proximaux du ligament croisé s'ils sont pris en charge assez rapidement. Donc ça, c'est le premier grand groupe de chirurgie qui ne fait pas appel à une greffe, donc on répare ce qui est cassé. Le deuxième groupe de techniques chirurgicales, ce sont les techniques de greffe. Ce sont généralement
des autogreffes, même si aux États-Unis, on constate que ça leur arrive de plus en plus fréquemment d'utiliser des allogreffes, donc des greffes issus de matériaux biologiques de donneurs cadavériques, hein. Et donc, sur ces greffes, on a des greffes qu'on va utiliser aux dépens de l'appareil extenseur, donc des greffes, os, tendon, os. Généralement, c'est le tendon rotulien qui est pris, qu'on appelle aussi la technique de Kenneth-Jones ou Kaji, un petit peu. Enfin, c'est pas la vraie technique initialement, mais on lui a donné ce nom-là après. Une technique qui peut utiliser donc une autre partie de l'appareil extenseur qui est le tendon quadricipital. Après, on a des techniques qui vont utiliser les tendons ischio-jambiers, donc la fameuse technique du DI-DT, parce qu'on utilise le droit interne et le demi-tendineux, donc DI-DT. On a après réalisé des greffes aux ischio-jambiers qu'on appelle greffes courtes, donc généralement qui utilisent que le demi-tendineux, qu'on appelle DT4, parce que c'est un tendon qu'on va faire en 4 brins pour remplacer le DI-DT où c'était 2 fois 2 brins. Et historiquement, il y avait des greffes aussi qui pouvaient être faites aux dépens du fascia lata, du tenseur du fascia lata. C'était notamment une des techniques, était la technique de Jaeger. Voilà, ces choses-là sont un petit peu moins réalisées. Alors, il est évident que le site de prise de greffe est un élément à prendre en considération parce qu'il va conditionner à la fois la technique chirurgicale, bien évidemment, mais aussi les suites post-opératoires et notamment les techniques de rééducation. Puisque quand on prend un morceau quelque part, ben on va fragiliser cet endroit, au moins transitoirement. Donc, ça fait partie des choses à prendre en considération dans la rééducation. On ne va pas rééduquer de la même façon une ligamentoplastie qui a bénéficié d'une réparation avec un Kenneth-Jones, donc un tendon rotulien, d'une ligamentoplastie qui a bénéficié d'un DT4, par exemple. Voilà. Il y a enfin un dernier groupe de réparations qui peut être faite, c'est des réparations avec des ligaments synthétiques. La France a été pionnière dans ces réparations de ligaments synthétiques dans les années 80-90. Ça a donné des catastrophes. Et c'est vrai qu'en France, c'est très peu usité, c'est voire même non recommandé d'utiliser des ligaments synthétiques. Au contraire des États-Unis et de l'Australie, par exemple, où notamment chez les sportifs de très haut niveau, les ligaments synthétiques sont utilisés de manière très répandue pour permettre un retour au sport beaucoup plus rapidement. Et pour la petite histoire, le ligament synthétique le plus utilisé dans le monde, il s'appelle le LARS. Le nom actuel, c'est Ligament Augment Reconstructive Surgery. Et en fait, c'est un ligament qui est français, qui est produit à Thil-sur-Marne, quelque chose comme ça, et dont le nom initial était LARS, mais pour Laboratoire d'analyse et de recherche scientifique. Donc, étant donné l'absence de marché de débouché en France, le nom a été, il restait le même, mais a été anglicisé d'un point de vue marketing. D'accord, ok, super intéressant. En gros, le panel des techniques et des options chirurgicales qui s'offrent à nous. D'accord. Et parmi ces options chirurgicales, donc notamment les greffes, donc DIDT, DT4, Kenneth-Jones, quels sont les critères en fait qui permettent de choisir quelle greffe en fonction de quel patient ou aussi par rapport au chirurgien, est-ce qu'il a ses préférences, etc. Alors, c'est une question, il y a eu un papier qui a été publié tout récemment pour essayer de comparer un peu les résultats de ces greffes et pourquoi est-ce qu'on a utilisé une greffe d'un type plutôt que d'un autre. Donc, c'est dans l'American Journal of Sports. Et en fait, dans 99% des cas, le choix de la greffe, c'était la préférence du chirurgien. Le patient ne rentrait finalement, ou en tout cas le profil du patient ne rentrait que très peu en compte. Ce qui est assez surprenant, mais ce qui est dans la réalité des faits et c'est probablement ce qui se produit la plupart du temps. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que d'un point de vue chirurgical, on ne fait bien que ce qu'on fait souvent. Donc, on a besoin de répéter une technique pour la maîtriser et être à l'aise. La deuxième, c'est qu'il est vrai qu'il y a une revue Cochrane, donc c'est les revues de plus haut niveau de preuves scientifiques qui a été réalisée en 2011 sur les différents types de greffes et qu'il a été montré qu'il n'y avait pas de différence de résultat, quel que soit le type de greffe utilisé. Que donc sur le résultat sur rupture et sur les scores cliniques post-opératoires, il n'y avait pas de différence de résultat. Donc c'est vrai que ça a un peu, on va dire, enquisté les gens
dans leur technique. Ceux qui faisaient du KJ se sont dit, ben voilà, moi, mon KJ, il est très bien, je vais continuer mon KJ, je ne vais pas voir ce qui se fait à côté. Ceux qui faisaient du DIDT, ils se sont dit, ben voilà, c'est très bien, et etc., etc. Voilà. La réalité est probablement différente. Il y a probablement des types de greffes qui s'accordent quand même mieux en fonction de certains patients, en fonction de certains morphotypes et en fonction de certains sports. Et il y a derrière, assez récemment, un groupe de recherche, qui est un groupe de recherche, si je ne dis pas de bêtises, américain, de John Hopkins, qui a publié dans un journal de rééducation fonctionnelle un espèce d'algorithme, pas d'algorithme d'intelligence artificielle dont on entend beaucoup parler actuellement, hein, mais un algorithme qui permet de prédire quel type de greffe va être le mieux pour un patient en fonction de son âge, de son morphotype, de son sexe et des sports réalisés. Ok. Ah oui. L'analyse l'analyse Cochrane de 2011 était très intéressante, mais c'est toujours un peu le même problème que ces méta-analyses qui poulent un très grand nombre de patients où finalement on lisse les profils et on a tendance à limiter le petit critère discriminant qui va faire que oui, pour lui c'est mieux ça et pour l'autre c'est mieux ça. D'accord, ok. On perd un petit peu en individualisation en fait de l'intervention. Ok. Ma prochaine question, du coup, c'est que donc nous, souvent en tant que kinésithérapeute, on va recevoir des patients qui vont présenter du coup des renforts externes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel cas et pourquoi ils sont pratiqués ou qu'est-ce qui va être discriminant par rapport à la mise en place d'un renfort externe? Alors, le renfort externe, c'est un peu un vieux sujet de l'instabilité du genou, puisqu'au départ, avant de faire des ligamentoplasties ou de réparer les ligaments croisés, ben, on faisait des renforts externes parce que les gens se plaignent d'instabilité, parce que leur genou vrille. Donc, ce renfort externe, c'est un renfort anti-rotatoire. On comprend bien que quand on fait un ligament croisé, quand on répare un ligament croisé, le ligament croisé, il est au centre du genou. Donc, comme il est au centre du genou, il a un moment qui est très faible et donc il n'empêche pas du tout la rotation. Parce que si vous êtes au centre, ben, au contraire, vous avez un axe de rotation. Si vous mettez un élément, une sangle externe qui va bloquer, ben, on va contrôler le mouvement rotatoire. Donc, au départ, d'ailleurs, c'était ce qu'on appelait les plasties de Lemaire. Quand les gens avaient des ruptures du ligament croisé et qu'ils étaient instables, on leur faisait un renfort externe. Ça a été progressivement oublié parce que ça avait un côté sans réparation du ligament croisé très arthrogène pour le compartiment externe, que ça serrait. Et il y a une quinzaine d'années de ça, des travaux anatomiques réalisés à Lyon et à Brest ont mis en évidence un ligament antérolatéral, qui est une petite structure alors anatomique. On dit que c'est un ligament, on ne sait pas si c'est un renfort de fascia. Ça a été confirmé et ça a été publié en grande pompe par des Belges quelques années après. Et en fait, cette structure antérolatérale est un frein à la rotation. Il se trouve que cette structure antérolatérale est quasiment systématiquement rompue lorsqu'il y a une rupture du ligament croisé, qui est souvent un mécanisme le mécanisme de rupture, il y a toujours un peu de rotation, enfin beaucoup de rotation dans la rupture du ligament croisé. Et donc, dans un certain nombre de cas, ce ligament antérolatéral ne va pas cicatriser ou va mal cicatriser. La réparation du ligament croisé n'est pas suffisante à contrôler la rotation. Et donc, on peut faire appel à un renfort externe. Ce renfort externe, en fait, vise à venir réparer, renforcer ou remplacer ce ligament antérolatéral. D'ailleurs, ce ligament antérolatéral s'insère dans une zone osseuse où initialement les ruptures du ligament croisé antérieur, quand on n'avait pas d'IRM, pouvaient être mises en évidence par la fameuse fracture de second, qui est un petit arrachement osseux au niveau du plateau tibial. Et bien, cette fracture de second, c'est ni plus ni moins que l'arrachement osseux de l'insertion de ce ligament antérolatéral. Donc, ce ligament antérolatéral, quand est-ce qu'il doit être réparé? Il y a plusieurs cas où on va le proposer. C'est chez des patients qui ont des ressauts explosifs, c'est-à-dire quand on les teste avant de les opérer, ben, ils ont cette hyperrotation. Donc, dans ces cas-là, on peut penser que malgré la réparation du pivot central, on va garder une hyperrotation trop importante. Donc, on va proposer une réparation avec un renfort externe. Maintenant, on a tendance à le proposer de manière systématique chez les patients jeunes et chez les patients qui pratiquent des sports pivots
Pourquoi? Parce que les dernières études, notamment faites par l'Institut Santi à Lyon, ont montré que c'était protecteur sur la plastie et que ça limitait le risque de rupture, en plus d'entraîner un meilleur feeling au niveau du genou. Alors, ça, c'est encore en débat, puisque, à contrario, on a d'autres papiers qui sont en train de sortir et qui montreraient que ça aurait potentiellement un rôle arthrogène, comme avait le Lemaire avant. Donc, on est toujours un peu en discussion là-dessus. Il ne faut probablement pas le faire à tout le monde, mais il faut peut-être le faire à plus de personnes que ce qu'on le fait actuellement. D'accord, ok, très intéressant. D'accord. Et généralement, le site de prélèvement pour ce genre de renfort externe, ce sont lesquels? Alors, c'est assez variable. Si vous faites Ouais. un DT4, vous pouvez prendre le DI. Vous pouvez faire un DT3 avec, en pédiculé, en gardant un morceau de DI généralement pour faire votre renfort externe en passant par la même incision. Vous pouvez faire un KJ avec un DI. On peut aussi utiliser le fascia lata pour faire le renfort externe, voire même un morceau de tendon quadricipital. Bon, le plus classique, c'est DT4 plus DI ou DT3 avec un pédicule pour le renfort externe, ou alors KJ plus fascia lata. D'accord, ok, parfait. Et du coup, une fois que le patient a été opéré, etc., il y a la rééducation post-opératoire. Du coup, selon vous, quels seraient les facteurs ou objectifs primordiaux, en fait, dès le début, à récupérer chez le patient en post-opératoire? Alors, en post-opératoire, il y a 3 phases qui sont différentes. La première phase, qui va durer une dizaine de jours jusqu'à 3 semaines, c'est vraiment une phase anti-inflammatoire. Le but, c'est de faire dégonfler le genou. Le but, c'est de limiter les douleurs post-opératoires, mais surtout cette inflammation qui est un facteur négatif à la cicatrisation et à la récupération derrière. Donc ça, c'est le gros de la première phase. S'ensuit une phase de mobilisation pour récupérer des amplitudes articulaires qui sont correctes, en sachant que la première des amplitudes à récupérer, ce qui est vrai pour un n'est pas forcément vrai chez l'autre. Ce qui est vrai chez les hommes n'est pas forcément vrai chez les femmes, hein, notamment les grosses cohortes aux États-Unis qui sortent sur les femmes qui font, enfin les jeunes femmes qui font du football, du soccer, où les objectifs ne sont pas les mêmes. Ouais. On semble néanmoins s'accorder que ce qui donne les meilleurs résultats aujourd'hui, c'est l'association de travail excentrique et pliométrique. Mais à quel délai on va intensifier ou introduire ce travail en post-opératoire, on n'a pas toujours, on n'a pas une réponse univoque pour tout le monde là-dessus. D'accord, c'est ça. Donc concrètement, au tout début, c'est essayer d'avoir un genou sec, donc c'est-à-dire enlever l'œdème et l'inflammation, récupérer les amplitudes articulaires, donc l'extension et également la flexion, et ensuite reprendre la force, toute la force musculaire, neuromusculaire, etc. Et la proprioception. Et la proprioception. Ok, parfait. Voilà. Et la rééducation, c'est vraiment un travail à 3, c'est un couple à 3 hein, entre le patient, bien évidemment, qui est au centre, les rééducateurs, l'équipe de rééducateurs et le chirurgien. Et une bonne rééducation, c'est une rééducation où les 3 parties sont capables de se parler et d'adapter la rééducation à la situation, avec un travail de proprioception qui est bien évidemment corrélé au travail de renforcement musculaire. Et c'est ce qui fait le résultat. Hein. 50% du résultat, c'est la chirurgie, 50% du résultat, c'est la rééducation. Ouais, donc c'est un vrai travail d'équipe et de communication autour du patient. Tout à fait. Donc je vais poursuivre avec la question. Donc, concernant les taux de récidive, donc on a déjà évoqué le cas en fait avant, c'est de savoir s'il existe de réelles différences significatives en fait entre les différentes interventions. Donc on peut élargir aussi le concept de type de récidive à quelles pourraient être les blessures les plus communes engendrées à la suite d'une certaine intervention. Alors, si on se base sur l'analyse de la Cochrane de 2011, il n'y a pas de différence au niveau des taux de récidive entre les transplants. Après, quand on regarde en détail la littérature, on a des taux qui sont extrêmement variables pour un même type de chirurgie et pour les différents types de chirurgie. Globalement, on a un taux de récidive qui se situe entre 3 et 10% à 10 ans, ce qui est quand même assez important, et ce,
quel que soit le type de transplant et quel que soit le type de chirurgie réalisée. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que le transplant, c'est une chose, mais que pour un transplant donné, on a des types de chirurgie qui peuvent être différentes. Votre DT4, vous pouvez le fixer avec des bandelettes type TLS, vous pouvez le fixer avec des endoboutons type tie rope, vous pouvez le fixer avec des pins. Donc ça aussi, ce sont des choses qui rentrent en compte dans le risque de rupture, dans le risque d'échec chirurgical. Donc le transplant lui-même n'est pas forcément le seul et unique facteur qui va faire que cette chirurgie va marcher ou pas marcher. On a la même chose avec le tendon rotulien, le tendon quadricipital, enfin, tous les types de greffes, et même avec les sutures. Selon les sutures, on peut avoir des risques différents en fonction du matériel qui est utilisé. Aujourd'hui, pour diminuer ce risque de rupture, on a deux pistes qui sont étudiées. C'est les renforts externes, qui sembleraient diminuer très significativement le risque de rupture, et c'est l'utilisation de renforts synthétiques ou de mini-renforts synthétiques qui sont en fait un fil de suture qu'on met et qui sert un peu de ceinture de sécurité. C'est-à-dire que le fil de suture n'est pas là, ou la petite bandelette, on va dire, n'est pas là pour jouer le rôle d'un ligament croisé, mais un peu comme une ceinture de sécurité. Si le patient, alors que ce n'est pas bien cicatrisé, va faire un mouvement traumatisant, ben, la bandelette, elle va venir et elle va encaisser le surplus d'énergie cinétique notamment, et cette énergie cinétique, elle ne va pas être transmise au transplant qui risquerait de se rompre. Donc ça, c'est sur la chirurgie, le type de transplant et le type de technique chirurgicale, l'évolution qu'on peut adopter pour diminuer le risque de récidive. L'autre grand paramètre qui va diminuer ou qui permet de limiter le risque de récidive, ben, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est la prise en charge rééducationnelle. Et avec des prises en charge rééducationnelles bien conduites, on diminue énormément les risques de récidive et ou de blessures concomitantes. On a beaucoup, notamment avec les ischio-jambiers, les techniques aux ischio-jambiers de récidive ou de distension qui apparaissent à partir du 3e mois, parce qu'à partir du 3e mois, contrairement à des plasties avec du tendon rotulien, les patients vont bien, sont beaucoup mieux, ils ont moins mal, ils ont repris une vie plus courante, et ben, ils ont envie de reprendre du sport avec les copains pour s'amuser, mais ce n'est pas possible. Et c'est là où c'est vrai que l'encadrement en rééducation permet de canaliser le patient, de le guider, d'éviter ce genre d'accident. En ce qui concerne les blessures associées, elles sont bien évidemment en fonction des prélèvements qu'on fait. Quand vous faites un prélèvement aux ischio-jambiers, ce qu'on disait en préambule, la rééducation, ça ne va pas être la même parce qu'on va chercher à protéger les ischio-jambiers le temps qu'ils cicatrisent. Inversement, quand vous faites un prélèvement sur l'appareil extenseur, c'est l'appareil extenseur qui va être douloureux, qui va être un élément freinant, et on va chercher à le protéger pendant la rééducation pour ne pas avoir, par exemple, une tendinite chronique du tendon rotulien parce qu'on aura trop forcé dessus alors qu'il était faible et qu'il n'avait pas cicatrisé. Ce qu'il y a d'intéressant de noter aussi, c'est que les ruptures contralatérales sont très fréquentes, et c'est probablement, en tout cas chez les sportifs et les sportifs de haut niveau, c'est probablement le premier accident après les chirurgies réparatrices du ligament croisé. En fait, c'est la rupture du côté contralatéral dans les 2 ans et demi, 3 ans qui suivent l'intervention annexe. D'accord. Et il y aurait quelque chose pour expliquer justement cette augmentation des blessures contralatérales? Oui, alors il y a 2 paramètres. Le premier, c'est que s'ils se sont rompus d'un côté, c'est que probablement il y a quand même une faiblesse au niveau de la qualité des tissus et notamment du ligament croisé. Alors c'est une faiblesse, sûr que pour des patients qui sont sportifs occasionnels, on ne l'aperçoit pas, hein, elle se démasque pas cette faiblesse. Par contre, chez des patients qui sont sportifs professionnels intensifs, ben, elle peut apparaître, ce qui fait la rupture du côté contralatéral. Et c'est probablement un défaut proprioceptif ou de qualité proprioceptive du genou opéré qui fait qu'au niveau des appuis, au niveau des gestes lors des sports, on va avoir une compensation du genou contralatéral. Et dans ces cas-là, le genou contralatéral, il peut amener à lâcher. D'accord. Et sans parler de récidive ou de blessures associées, est-ce qu'il y a des conséquences un petit peu à long terme, notamment l'arthrose du genou? Et est-ce qu'il y a une différence entre personne qui va se faire opérer et une personne qui ne va pas se faire opérer par rapport à tout ça? Alors, on n'a pas mis de lien fort
directs en évidence concernant rupture du ligament croisé et arthrose. Par contre, il y a un lien extrêmement fort entre rupture du ligament croisé et lésion méniscale, notamment du ménisque interne. Et il y a un lien extrêmement fort entre lésion méniscale et arthrose. Donc, il y a un lien indirect entre rupture du ligament croisé et arthrose. D'ailleurs, si on regarde le pronostic au long terme du genou, le problème n'est pas tellement au ligament croisé lors de l'accident, il est plus à est-ce que vous avez une lésion méniscale associée à cette rupture du ligament croisé ou pas. Et le pronostic à long terme, que ce soit un pronostic ou même à moyen terme pour des sportifs de haut niveau, il n'est pas tellement sur le ligament croisé, il est sur la lésion méniscale associée. Que ce soit des lésions méniscales classiques qu'on connaît bien maintenant, hein, pour lesquelles soit on peut les réparer, soit malheureusement il faut faire une ménisectomie, ou alors ce qu'on appelle les rampes lésions, c'est-à-dire des espèces d'arrachement ou de désinsertion entre le ménisque et la capsule, généralement en postérieur. Et ça répond à la deuxième partie de la question, c'est-à-dire qu'une personne qui a été opérée d'un ligament croisé qui n'avait pas de lésion méniscale associée a jusqu'à 10 fois moins de risque de faire de l'arthrose qu'une personne qui n'a pas été opérée de son ligament croisé. Pourquoi? Parce que même avec une bonne rééducation, même avec un genou qui est stable et même avec la reprise d'une activité sportive, en fait, la cinématique du genou va être différente. On va perdre le roulement-glissement, le femoral rollback avec le côté médial pivot, c'est-à-dire un genou qui pivote sur ce compartiment médial. On va avoir une espèce de savonnage en permanence du genou. Le frein à cette translation, c'est le ménisque interne en postérieur qui finit toujours par se déchirer. Et quand il se déchire à 60 ans, c'est une chose. Quand il se déchire à 35 ans ou 40 ans, ça veut dire qu'on aura un risque d'arthrose précoce bien plus important. D'accord, ok, super intéressant. Ok, très bien. En tout cas, merci Voilà. beaucoup pour ces réponses très claires, très très intéressantes. Je pense que ça va aider beaucoup de monde dans la compréhension à la fois globale et à la fois dans les détails. Donc, merci beaucoup. Tant mieux, c'est avec plaisir. Et puis, bon courage, qui est vraiment très intéressant.